fait. Donc je suis étudiant en double cursus à l'École normale supérieure et à l'Université de médecine de Paris, donc en ce qu'on appelle le cursus médecine-humanité. Et plus particulièrement à l'École normale supérieure, je suis des cours en économie, économie de la santé et d'autre part en philosophie. Et en médecine, le cursus de médecine en troisième année de médecine. Alors tout à fait, donc j'ai passé mon bac dans le sud de la France, un bac franco-allemand, donc la BIBAC. Ensuite je suis rentré en première année de médecine à l'université de Montpellier. J'ai redoublé ma première année de médecine à quelques places et à l'issue donc de cette deuxième année de PACES, je suis rentré en deuxième année à l'université de Montpellier toujours, une année de médecine tout à fait classique et dans la deuxième moitié de l'année j'ai candidaté au cursus médecine humanité. J'ai ensuite passé le concours de médecine humanité au mois de juin. Et suite à ça, j'ai donc intégré l'ENS à la rentrée en troisième année de médecine que je mène donc en parallèle de mes études à Normal Sup. Alors j'en ai entendu parler de façon étonnante il y a assez longtemps parce qu'en fait c'était lors de la mise en place du cursus donc en 2017-2018. Ma professeure de français en fait en première trouvait que c'était un petit peu dommage parce que c'est vrai que j'étais pas mauvais en français, en philosophie, en tout ce qui touchait aux humanités et à la littérature. Et elle trouvait dommage finalement que je ne parte qu'en médecine. Elle m'a dit que ce serait bien de quand même de ne pas perdre ce côté-là, toute cette dimension, toute cette valence un petit peu des humanités. Et de mon côté, c'est vrai que ça rencontrait déjà pas mal mes attentes. Je me suis intéressé au cursus. Et donc c'est vraiment une motivation qui est restée tout au long de mes premières années en médecine, que ce soit la première année, la deuxième année. Et donc j'ai décidé dans la foulée de le présenter. Ça c'est un petit peu partie de mes motivations en médecine, de dire je fais médecine, mais à côté je veux vraiment avoir ça. Parce qu'à la fois ça enrichit la pratique médicale et parce que ça me permettait de garder un petit peu aussi, en plus de mes passions pour la médecine, ma passion pour les humanités. De façon peut-être un petit peu triviale de le dire, mais c'est vraiment la façon dont j'ai réfléchi. Je me suis dit, je suis autant passionné par la médecine, l'envie de soigner, que par tout le côté littéraire et humanité. Sauf que, il est beaucoup plus facile d'être un médecin qui fasse à côté de la philosophie, de la littérature, que d'être un prof de littérature qui fait des dissections, qui fait de la médecine. Donc c'est un petit peu pour le côté, oui, c'est beaucoup plus facile, au sens tout simplement où ça demande beaucoup moins d'infrastructures, etc. Donc finalement, faire de médecine vraiment la profession. Et en même temps, je voulais aussi garder peut-être le côté passion des humanités, parce que c'est vrai que quand on les étudie de la même façon qu'on étudierait la médecine pour en faire un métier à part entière et qu'on fait que ça, je ne sais pas si au final, j'aurais pas aussi saturé de ce côté-là. Alors qu'avec la médecine, il y a quand même le côté vraiment la volonté de soigner que j'avais depuis plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment cet aspect-là de vocation médicale et donc à côté, assez logiquement, essayer de complémenter. Après j'avais envisagé à un moment de faire une prépa BL par exemple, mais c'est vrai que l'appel de la médecine a été vraiment plus fort et ça c'était vraiment assez net. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation en terminale. Complètement, de l'économie, de ce que je fais, des humanités de façon générale, parce que c'est vrai que j'ai aussi découvert à l'ENS que on ne faisait pas que de la philo ou que, enfin c'est vraiment l'idée vraiment en médecine humanité de faire un peu de tout, d'aller piocher et ensuite de se spécialiser dans une discipline. Donc moi c'est vrai que j'ai choisi plutôt finalement l'économie que la philo. Pareillement pour garder la philo vraiment sur le versant passion et l'économie plus essayer voilà, d'ajouter encore un champ plutôt que juste faire la philo ou faire la littérature, avoir l'économie, un peu de littérature, un peu de philo et puis la médecine. Quant à la passion, oui, toujours autant présente, voire plus qu'avant. Et la passion pour médecine aussi, toujours, même si elle évolue au gré des stages et du cursus en médecine aussi. Et que l'ENS nous fait aussi beaucoup évoluer, je pense, dans notre façon de percevoir la médecine et ce qu'on fait en médecine. Ça, c'est assez net. Alors, studieux, ça c'est, enfin très honnêtement, assez studieux. Un peu aussi par la force des choses, parce que j'ai intégré donc, le lycée en double cursus franco-allemand, donc on avait quand même 6 heures de littérature allemande, 4 heures d'histoire en allemand par semaine en plus. Donc il fallait être organisé, studieux. Ça c'est vrai que c'était l'avantage de ce cursus-là déjà au lycée, c'est que j'avais le côté déjà assez organisé. Et après, clairement, enfin, j'aimais pas mal le lycée. C'est vraiment, je me plaisais dans le lycée, j'étais bien, j'aimais ce que je faisais, j'aimais le côté très justement généraliste, un petit peu touche à tout. Les cours de français qui étaient un peu la récréation, les cours scientifiques me plaisaient aussi pas mal. Après en terminale, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de difficulté par exemple dans les matières très mathématiques. Par exemple l'aspect maths, c'était trop technique pour ça. C'est aussi un peu grâce à ça que j'ai pu éliminer définitivement l'idée par exemple de faire une classe préparatoire plutôt maths physique. Je savais qu'en mathématiques, j'étais peut-être pas assez passionné par les maths. J'avais pas le goût de chercher au-delà. C'était plutôt scolaire. Et après, en termes de peut-être de niveau au lycée, j'ai eu mon bac avec 20,77. Voilà, et le bac allemand avec 20 aussi. Et oui, bah, en gros, j'étais dans les premiers, deuxièmes de ma classe à peu près tout le temps. Une appétence très tôt, je pense, qui est d'abord passée par la lecture. Vraiment, moi, depuis
toujours. J'adore lire. Et après, une curiosité pour les sciences, enfin, la physique, les SVT, vraiment, dès qu'on a commencé un peu à y toucher au collège, je trouvais que ça allait pas assez loin, etc. Et donc, suite à ça, c'est vrai qu'au lycée, je trouvais que c'était vraiment encore plus passionnant. Et donc, oui. Et puis, sur le versant des langues étrangères, vraiment une passion un petit peu pour tout ce qui était la culture allemande et la littérature allemande de façon générale, qui est très riche, philosophie allemande. Donc, ça se construisait assez bien. Et dans l'ensemble, c'est vrai que comme j'ai jamais rencontré vraiment de difficultés importantes, c'est aussi plus facile, je pense, de continuer dans le même sillon finalement. Et voilà, tout à fait. Alors, l'allemand, j'ai commencé en 6e et en 3e, j'ai vraiment découvert le cursus à Bibac. Et ça a été vraiment un coup de foudre, d'autant plus que ça prévoyait de partir 3 mois en Allemagne en seconde. Ce qui était absolument idéal parce que j'avais fait déjà des séjours de 2-3 semaines, mais j'étais jamais parti 3 mois d'un coup, donc c'est vrai que c'était une opportunité. J'ai entre guillemets choisi aussi beaucoup à cause de ça. Et pareillement parce que ça permettait de garder 6 heures de littérature, y compris si on partait en bac S, on avait 6 heures de littérature allemande, donc c'était aussi passionnant. Et pour le côté aussi un petit peu, j'aimais beaucoup tout ce qui était la musique allemande, la culture allemande, donc c'était assez logique finalement de faire ce passage-là. Et les 6 heures de littérature allemande, c'était en allemand? C'était littérature allemande en allemand, tout à fait. La prof parlait allemand et on avait 6 heures dans la semaine. Et pareil, l'histoire géo, c'était en allemand. Et c'est quelque chose qu'on peut faire dans tous les lycées ou Alors, c'est des sections qui sont spécifiques en fait à certains lycées. Mais du coup, ce sont des sections qui permettent en fait... C'est pas grave si notre lycée de secteur ne le fait pas. Moi, mon lycée de secteur ne le faisait pas. Et c'est hors carte scolaire du coup. C'est vraiment, on choisit le lycée, c'est sur dossier. On intègre sur dossier et on peut aller hors carte scolaire à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. C'est pas dans le lycée de secteur dans lequel on devrait être. C'est pas du tout un problème, on peut vraiment aller dans le lycée prévu à cet effet du moment qu'on a le niveau et qu'on est sélectionné. Alors, de façon générale, oui, je recommanderais la Bibac si on aime l'allemand, vraiment, si on aime l'allemand, qu'on a une appétence pour ça. Après, c'est vrai qu'il faut le faire vraiment si on a déjà un bon niveau en allemand. Ne pas se rajouter ça si on sait qu'au lycée, on risque déjà d'avoir des difficultés peut-être dans d'autres matières. Il faut vraiment le faire si on est plutôt à l'aise au collège et que rajouter des heures d'allemand, rajouter des heures d'histoire n'est pas un problème et qu'il faut vraiment le faire par passion. Après, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes, c'est dans le dossier, c'est je pense aussi un bon atout. Et ça habitue aussi une gymnastique un petit peu intellectuelle de varier entre les langues, qui est vraiment intéressante et qui, même pour d'autres matières, est un exercice vraiment plaisant à faire et agréable. Alors la sélection, elle se fait d'abord sur dossier. Donc on envoie un dossier au mois de février-mars, je dirais, dans ces eaux-là. Ça doit varier un peu en fonction des années. Et donc le dossier avec lettre de motivation, CV, les relevés de notes depuis la première, les relevés de notes du bac, relevés de notes du supérieur, 3 lettres de recommandation et c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal. Et donc suite au dossier, on est déclaré admissible. Ils prennent entre 10 et 15 admissibles. Et suite à ça, on a un concours du coup au mois de juin, tout début juin, qui est un commentaire de document de 3 heures sur un corpus et une épreuve orale d'entretien de motivation. C'est un bloc, c'est vraiment on passe le commentaire le matin et l'après-midi ou le lendemain on a l'oral et on a la réponse finale après. C'est un bloc. Si on est admissible avec le dossier, on passe les deux, l'écrit et l'oral. Alors pour l'épreuve écrite, je m'étais préparé vraiment en reprenant un petit peu mes cours d'éthique que j'avais eu en première année de médecine, puisqu'on avait des cours d'éthique à Montpellier en première année de médecine, éthique, sociologie, santé publique. En reprenant très rapidement mes cours de philo du lycée, mais c'est vrai que j'avais des bonnes bases en philo et voilà. Un petit peu de culture générale, j'avais lu pas mal de bouquins, soit des romans qui mettent en scène un peu la médecine, le médecin de campagne de Balzac, en littérature russe aussi, le journal d'un jeune médecin. Pas mal de lectures de romans, finalement en alliant un peu plaisir et révision. De toute façon, en étant en deuxième année de médecine, on a quand même beaucoup de travail déjà en médecine, donc j'avoue qu'on ne peut pas non plus le préparer comme le préparerait quelqu'un qui est en classe préparatoire, qui prépare vraiment le concours de l'ENS, non. D'autant plus que le jour J, arrivé devant le sujet, finalement, la préparation permet vraiment d'être en confiance, je pense. Mais en soi, de tout ce que j'avais appris, il n'y a pas grand-chose qui a servi devant le sujet. Et c'est fait pour. Enfin, moi j'en ai rediscuté avec, que ce soit avec les professeurs qu'on a, avec d'autres étudiants qui sont dans le cursus. Et on avait tous dit, finalement, le sujet nous a désarçonnés. Et c'est une volonté de l'ENS. C'est vraiment nous dire, c'est pas juste un bachotage. Le but, c'est vraiment de ne pas recruter des médecins parce qu'ils savent qu'on sait bachoter, qu'on sait réviser, qu'on sait apprendre par cœur, c'est médecine. C'est vraiment recruter des gens qui, au-delà de ça, ont ce côté passion et ce côté savoir préparer autrement. Et une pensée originale. Vraiment, ce qui est attendu, je pense, c'est une pensée originale. On est tombé sur maladie de l'amour, maladie de la jeunesse, avec un corpus de 5 documents. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à des sujets peut-être plus classiques autour de la valeur de la vie, comme nous avons vu l'année d'avant, des choses plus philosophiques. Là, c'était un sujet qui était très à la fois littéraire, philo. Ça demandait vraiment de chercher en soi un petit peu, je pense, les ressources pour y répondre. Donc il faut le préparer pour être en confiance, parce que ça peut servir, on ne sait jamais. Mais il ne faut pas non plus compter que sur la petite préparation qu'on pourrait faire. Je pense qu'il faut vraiment se dire aussi, j'y vais pour avoir une pensée originale et pas avoir peur devant le sujet d'être désarçonné et être content d'être désarçonné, je pense, et accepter ça. Alors, la méthode est libre. J'appelle ça commentaire parce que c'est ce dont ça se rapproche le plus, mais ça, c'est pareil, c'est bien. On insiste dessus dans les rapports du jury, même un peu dans l'énoncé. La méthode est libre.
c'est vraiment apporter des connaissances personnelles, partir des documents, faut partir des documents. Il faut autant que possible utiliser les 5 documents, mais on peut en privilégier un. Du moment qu'on traite les 5, on peut en mettre un en avant, plus ou moins. Et le but, c'est vraiment de nous laisser le plus libre possible. On n'attend pas un commentaire canonique de lycéen, on n'attend pas une dissertation canonique. On attend quelque chose qui soit à mi-chemin entre un petit peu le corpus de lycée, le commentaire, déjà un peu le devoir du supérieur, quelque chose, voilà. C'est vraiment quelque chose d'un peu mixte, un peu unique, je pense aussi, dans la façon de le traiter. Là par contre, il faut vraiment préparer parce qu'il y a 10 minutes de présentation où on se présente vraiment en direct et on n'a pas de questions qu'on nous pose, c'est vraiment présentez-vous. Et ça par contre, il faut vraiment savoir ce qu'on va dire. On a 10 minutes, pas plus. Il faut vraiment savoir ce qu'on va dire et les questions par contre sont très vastes, donc pareil, il faut être prêt à ne pas se faire désarçonner. Mais vraiment bien préparer l'oral, montrer que vous êtes motivé, savoir vraiment en 10 minutes retracer votre parcours, votre projet professionnel de recherche. Être voilà, assez cohérent. Pas forcément avoir un projet extrêmement précis, ce qu'ils attendent c'est pas qu'on sache exactement le poste qu'on va avoir dans 10 ans, mais vraiment montrer qu'on est motivé, qu'on a préparé, et qu'on prend une place pour une bonne raison et qu'on est là pour une bonne raison. Alors ça je l'ai préparé comment? J'avais vraiment fait un petit texte, j'étais vraiment parti un petit peu, mon but c'était dans la première partie de retracer un peu mon expérience, vraiment de justifier pourquoi l'ENS. Pourquoi l'ENS c'est pas un cursus local, parce que ça peut exister à l'échelle locale, des cursus en médecine humanité ou en sociologie de la santé. Pourquoi l'ENS? Qu'est-ce que ça va apporter en plus? La liberté de parcours, le caractère aussi assez unique du fait de pouvoir faire son cursus à la carte à l'ENS et le fait de pouvoir garder vraiment un regard sur les humanités en général, pas faire que des humanités médicales, c'est-à-dire qu'en économie, oui, je prends des cours d'économie de la santé, mais je fais aussi de l'économie du travail, de l'économie au sens large, je fais de l'histoire des sciences, de la philosophie des sciences au sens large. Ça, c'était vraiment un point que j'ai mis en avant. Retracer mon cursus en mettant en avant les points les plus valorisants du cursus, montrer et prouver peut-être que mon cursus correspondait exactement à ce qui était attendu, même si j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas d'attendu. Je vois les 5 que nous sommes dans le cursus, il n'y a pas un parcours type, c'est vraiment ça je pense qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de parcours type. Moi je suis passé doublant, il y en a qui sont passés primant en médecine, il y en a qui ont passé leur bac avec 20, il y en a d'autres qui ont eu leur bac avec une mention très bien mais sans forcément avoir 20. Et voilà, il y a vraiment des cursus qui sont différents. Et pour la préparation, après la deuxième partie, c'est vraiment peut-être de déjà donner des pistes un peu de ce sur quoi on voudrait travailler. Dire, voilà, moi je voudrais travailler en économie de la santé, économie de l'environnement, montrer l'articulation santé-environnement, ou alors sur des questions philosophiques de répartition des ressources en santé, justice en santé, etc. Avoir déjà des bonnes pistes et montrer qu'on s'est intéressé aux enjeux un peu auxquels s'intéresse l'ENS. Et si possible, inclure tout ça dans un projet professionnel. Ça, c'est quand même assez valorisé. Et un projet professionnel qui ne soit pas juste « je veux faire des humanités ». Le but, c'est d'être médecin. Ça, c'est très clair. Le but du cursus, c'est pas de prendre des gens de médecine pour leur faire autre chose. C'est qu'à terme, on soit médecin et philosophe, médecin et sociologue. C'est pas juste de bifurquer de médecine vers ça. Le but vraiment de l'ENS, c'est qu'on reste des médecins parce que ce qui fait l'intérêt du cursus, c'est d'avoir des médecins formés à ça. C'est pas de nous sortir de médecine complètement. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important dans les entretiens qu'on peut avoir et dans la motivation qu'on peut souligner. C'est vraiment être médecin, mais pas seulement. Au niveau des manuels, j'avais 2 choses. J'avais mon manuel, alors j'ai plus le titre exact, mais mon manuel de philo de terminale. J'avais également le manuel un petit peu canonique, en tout cas qu'on utilise pas mal en éthique, en première année de médecine en éthique, qui est le manuel en fait, du collège des enseignants de sciences humaines, qui est un bon pavé de 800 pages, il faut aller piocher un peu dedans. Ce sont des choses assez pointues et assez carrées. Finalement, il ne faut pas forcément vouloir reciter ça tel quel, mais ça met les idées un peu au clair. Après, sur les conseils de lecture, j'ai pu demander à des anciens étudiants justement du cursus des années d'au-dessus, qu'est-ce qu'ils avaient lu, comment ils s'étaient préparés. Et j'avais demandé quelques conseils à ma prof de français, toujours la même, celle qui m'avait parlé du cursus et avec qui je continue à discuter, donc il m'avait donné quelques conseils. Et sinon, à part ça, la lecture des rapports du jury, ça oui, lire les rapports du jury, dès qu'ils sont publiés, dès qu'on peut les trouver sur internet, vraiment les lire parce que c'est là où on sent un peu les attendus, les nuances qu'il peut y avoir. Et ensuite, je pense lire pour le plaisir et garder dans un petit coin de la tête l'idée que ça peut toujours servir pour préparer ça, si c'est en lien entre la médecine et les humanités. Mais vraiment pas en faire des révisions qui soient 2 heures par jour, tous les jours où je m'astreins à ça. Parce qu'on sort d'un concours de PACES où on a passé l'année entière à apprendre par cœur des cours énormes, etc. On est en deuxième année de médecine où on a encore beaucoup de cours à lire. Si le soir il faut lire un pavé de 80 pages d'humanité, franchement, déjà ça servira pas forcément plus que de lire des petits bouquins ou des petites choses. Et le plaisir, je vois pas où il serait. Vraiment, il faut le préparer. Ça, il n'y a pas de doute, il faut le préparer. Mais il faut prendre du plaisir à le préparer. Il ne faut pas en faire une corvée. Il ne faut pas transformer ça en concours de médecine numéro 2. Vraiment. La consigne, c'est qu'on savait qu'on avait 10 minutes d'oral, 10 minutes de questions. On avait quelques autres étudiants qui nous avaient dit un peu comment ça s'était passé, mais comme eux, ils l'avaient passé avec le Covid. Ils l'avaient passé à distance. Avant, en fait, ils ne passaient pas d'écrit. Jusqu'à très récemment, ils passaient l'épreuve de commentaires à l'oral, plus l'oral de motivation. Donc tout était à l'oral. Donc on était un peu les premiers à passer sous ce format-là. Donc vraiment, on avait très peu de consignes. On savait qu'on aurait 10 minutes de présentation où on parle, on devait présenter notre cursus. 10 minutes de questions, on ne savait même pas ce qu'on aurait comme questions. C'est-à-dire que moi, je me préparais autant à avoir des questions sur mon parcours, sur ce que je venais de dire, sur mon dossier, que des questions, je me disais pourquoi pas même des questions de culture générale. Enfin, j'étais préparé à ce qu'on me dise qu'est-ce que vous pouvez nous citer de cet auteur et de cet auteur. Bon, finalement, ce n'était pas le cas, c'était vraiment des questions autour de ce qu'on a pu dire lors de notre présentation. C'est vrai que si lors de notre présentation, on parle par exemple
d'économie de la santé. On va peut-être nous demander un peu en économie de la santé un point précis. Une question, je crois, sur ma lettre de motivation très rapidement. Et sinon, c'était beaucoup des questions pour préciser des points de ma première présentation, préciser des points de motivation. J'avais une question, on m'avait dit, mais finalement, qu'est-ce que vous apporterez ce cursus plutôt qu'un autre? Ça, voilà, on me l'avait dit, démontrez-nous ce que vous apporterez ce cursus-là. On est pas devant un jury où il y a, alors je ne vais pas dire de bêtises, il doit y avoir 4 profs et le directeur du jury, ou alors 3 profs et le directeur du jury, quelque chose comme ça. Et dans l'ensemble, c'est un entretien qui est très bienveillant, hein. Ils ne cherchent pas à nous piéger. Le but, c'est que si on est là, on est déjà des élèves qui avons été admissibles, qui sommes venus, qui avons déjà fait 3 heures d'écrit avant, donc ils savent qu'on est quand même motivés. Le but, c'est vraiment de confirmer et d'approfondir encore un petit peu nos motivations, puis de faire la sélection finale, puisque de toute façon, on est très admissibles. Enfin, mon année, on était très admissibles et il en reste 5. Cette année, ils en prennent 4 cette année, 5 l'an dernier. C'était vraiment de me dire j'y suis presque. Parce qu'une fois qu'on est admissible, déjà, c'est vraiment le plus dur à passer, je pense, c'est l'admissibilité. Là, vraiment, ma motivation, c'était de me dire j'y suis presque. On passe l'oral à l'ENS, c'est un petit peu le début déjà où on commence à concrétiser, on se projette beaucoup plus. On monte à Paris, on est dans l'ENS, on est dans les lieux, c'est un peu fascinant, c'est un cadre quand même assez incroyable, l'ENS. Et puis, je savais que je venais de terminer mes partiels de médecine qui s'étaient bien passés, donc je savais qu'il n'y avait pas d'obstacle du côté médical. J'avais mes autorisations du doyen, oui, ça c'est, voilà, j'avais l'autorisation du doyen de la fac d'origine. Et donc, je savais que là, vraiment, il fallait juste réussir ça. Et que ça allait passer. Et en plus, entre-temps, je m'étais pas mal intéressé encore aux cours qui étaient à l'ENS. J'avais commencé à regarder vraiment la plaquette de cours de l'ENS. Ça, c'est une chose qu'il y a à faire aussi. Pouvoir dire au jury, quand on est devant eux, il y a déjà tel cours. Je sais qu'il y a tel cours qui est prévu à l'ENS, ça m'intéresserait. Ou tel parcours de politique publique, parcours d'économie qui existe à l'ENS, je sais que tel prof le fait. Ou des profs dans telle recherche, j'aimerais bien qu'ils soient mon directeur de recherche. Enfin, forcément être précis à ce point-là, mais voilà. Avoir déjà en tête ce qui se fait à l'ENS pour pouvoir argumenter pourquoi vous venez là, parce qu'il y a tel cours, il y a tel cours. Au-delà de préparer l'entretien, ça augmente encore la motivation parce qu'on se rend compte de tout ce qui est possible, de tous les cours qui pourraient nous passionner. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça se construit ensemble. Préparer l'entretien et en même temps augmenter encore sa propre motivation. Donc vraiment, voilà. Le niveau qu'il faut avoir, c'est très dur d'évaluer son niveau, donc ça vraiment je ne saurais pas dire. Moi je pense que si on a envie de le faire, il faut le tenter. C'est pas le temps que ça prend de préparer un dossier, de préparer un petit peu, franchement c'est pas le temps que ça prend de le préparer. Donc si on a envie de le faire, il faut le faire. De toute façon si le jury sent qu'on n'est pas prêt, ils ne nous prendront pas. Il ne faut vraiment pas le vivre comme un échec si on n'est pas pris. Il n'y a que 5 places, donc on sait que c'est très sélectif. C'est vraiment très sélectif, donc il faut le tenter dans tous les cas. Je pense que vraiment c'est pas un concours où il faut se dire j'ai pas le niveau. C'est pas parce qu'on a 12 ou 13 en médecine qu'on va pas le réussir, et inversement c'est pas parce qu'on a 16 de moyenne en médecine qu'on va pas le réussir. Moi j'ai même hésité à un moment parce que je suis passé doublant. Et l'année où j'ai redoublé ma passesse, je me suis dit, est-ce que dans un an, je passe le concours de l'ENS? Parce que le fait d'avoir redoublé, je me disais, peut-être qu'il va y avoir que des primants en médecine qui sont pris. Redoubler médecine, ça peut être vu comme un peu un échec dans le parcours. Ça rajoute un an déjà, donc est-ce que les directeurs du cursus vont pas se dire, il a déjà passé un an de plus en médecine, on ne va pas lui rallonger son cursus en rajoutant un cursus où on est obligé de faire une année de césure l'année prochaine, dans mon cas. Finalement, il faut le passer. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer sur le niveau. Parce que vraiment ce qui compte c'est des parcours uniques, ce qu'on cherche c'est vraiment l'originalité. Donc en termes de niveau, si on est en confiance en médecine, qu'on sait que c'est ce qu'on veut faire, qu'on a envie de faire ce parcours-là, qu'on n'a pas de doute, il faut y aller. Voilà. Pour préparer le dossier en tout cas, mon dossier vraiment je ne me suis pas forcé, d'autant plus que ça faisait des années que je le préparais, j'ai commencé à y réfléchir fin de l'année de terminale, début de passesse, ça faisait 2-3 ans que je le bossais, donc le dossier vraiment ça s'est fait tout seul. La préparation elle s'est faite globalement tout seul, sauf peut-être la dernière semaine, parce qu'en même temps il y a les partiels de médecine à réviser. Comme on approche quand même du concours de l'ENS, on se motive aussi à se dire faut quand même bosser un peu plus. Là, c'est peut-être un petit point de difficulté où il faut garder la motivation, voilà. Devant le sujet, on sait qu'il faut faire le sujet de toute façon, on y est, il faut le faire. Par contre, quand je suis sorti du sujet, clairement, j'avais l'impression d'avoir raté complètement, d'être passé à côté, d'avoir fait un devoir moins bon que ce que je faisais au lycée. Bon, c'était pas le cas, mais c'est fait pour. Les sujets ça désarçonne, ça interroge. Je pense que c'est fait pour et vraiment, moi je suis sorti, je pensais avoir raté. Vraiment, clairement, j'ai dit, peut-être l'oral me sauvera, mais l'écrit, je pensais avoir raté. A priori, ce n'était pas le cas. Terrible. D'autant qu'on arrive du lycée, entre guillemets, pas en confiance, mais on se dit, bon, j'ai été 2e du département au bac, j'ai eu le concours général en philo, concours général en français, j'ai les méthodes de travail, donc voilà. Et en fait, médecine, c'est pas du tout pareil. On arrive, on nous balance un poly de 500 pages, apprenez-le pendant 3 mois. Et en fait, surtout ce qui m'a manqué, je pense, c'est qu'au lycée, quand on travaille, on a toutes les 2-3 semaines un petit contrôle. On a aussi le fait en classe de pouvoir participer. Et moi, c'était vraiment quelque chose, j'adorais participer. Participer à la vie de la classe, participer à construire le cours, le faire aller vers un peu autre chose. On est en cours de français, mais pourquoi pas le faire dévier sur une idée de philo. On est en cours de SVT, mais apporter quelque chose en plus qui est hors programme. En médecine, on s'en fiche du hors programme. Il y a un programme qui est énorme. Le prof, on est 300 dans l'amphi. Donc c'est vraiment peut-être le manque un peu de reconnaissance. On est un numéro. Voilà. Et du coup, au premier semestre, j'ai paniqué en maths et j'ai fini 960e en maths et 500e au général. Ce qui n'est pas si loin que ça, parce que le dernier prix est 280e. Au deuxième semestre, il y avait l'éthique. J'ai fini premier sur 3000 en éthique. C'était la seule épreuve où en fait il fallait rédiger. Tout le reste c'est des QCM. Ça aussi ça a été un gros choc quand même. Je savais, je savais qu'en médecine c'était que des QCM quasiment.
Mais comparé au lycée où on peut rédiger, même en mathématiques, on fait des démonstrations, là ce qui compte c'est la réponse, on se fiche du raisonnement. Donc ça c'est vrai que ça m'a un peu désarçonné. Donc deuxième semestre, j'ai été premier en éthique, beaucoup mieux classé, ça a vraiment été un coup de boost de rater le premier semestre. Et j'ai échoué à 3 places, c'est-à-dire que j'étais 287, ils ont pris jusqu'à 284, c'est remonté, hein, quelque chose comme ça. Donc là c'est terrible, on s'est dit rater à 3 places, c'est la première fois que je rate, et c'était vraiment compliqué. Suite à ça, franchement j'ai bien rebondi ensuite. Ok. Alors, au niveau de l'ENS, vraiment, je suis très bien intégré dans le département. Je suis les mêmes cours que les gens qui sont rentrés par les prépas BL, il n'y a pas de différence, sauf peut-être de niveau des fois en mathématiques où c'est plus difficile de suivre. Mais on s'adapte, il y a vraiment une très grande bienveillance des professeurs, des étudiants, de tout le monde. Donc je suis très bien intégré et il n'y a pas de différence, à part que les professeurs sont des fois un peu étonnés de savoir qu'on est en médecine et en humanité, mais il y a du coup une grande bienveillance, une grande curiosité vis-à-vis de ça. Et au niveau du projet professionnel, il n'est pas encore fixé. Être médecin avant toute chose, et j'aimerais beaucoup prendre à côté des responsabilités dans le domaine de l'économie et de l'éthique en santé, que ce soit à l'échelle d'instances nationales, haute autorité de santé, etc., comité d'évaluation des médicaments, ou à l'international pour cultiver un peu le côté européen de mon cursus passé, du cursus actuel. Agence européenne du médicament, etc. Et pourquoi pas, à terme, avoir des missions de conseil ponctuelles, mais garder une activité clinique, ça j'y tiens beaucoup. Et pourquoi pas de l'enseignement ou de la recherche dans le domaine. Donc le cursus, c'est première année du cursus à l'ENS, une fois qu'on est rentré, qu'on a été pris, c'est en parallèle de la troisième année de médecine. L'année suivante du cursus, on arrête médecine pendant 1 an, on fait l'année de césure de médecine pour faire un master en parallèle. Donc on suit nos cours à l'ENS et on fait un master, soit à l'ENS, soit en dehors de l'ENS. La seule condition que pose l'ENS, c'est qu'on fasse un master de recherche parce que ça rentre dans la condition de validation du diplôme de l'ENS. À la fin de l'année, on termine notre master. On peut prolonger la rédaction du mémoire pendant la troisième année du cursus, troisième et dernière année du cursus, qui est une année où on reprend médecine pendant l'externat, qui peut être une année assez exigeante parce que l'externat, c'est un mi-temps à l'hôpital. Pour le coup, il y a assez peu de façons de l'aménager. Il faut l'aménager en revenant sur les cours de médecine, etc. Donc si on a des cours de l'ENS un peu trop nombreux en parallèle, ça peut être assez compliqué. Il y a des gens qui sont en dernière année du cursus qui me disent niveau rythme, c'est plus intense que les années d'avant. D'où l'intérêt aussi la dernière année de ne pas avoir forcément trop d'ambition en matière de cours à l'ENS. Profiter des 2 premières années. La dernière année, c'est plus une année du retour, en tout cas à mon sens. J'ai des amis qui n'ont pas la même conception parce qu'ils prennent 2 ans de césure. Moi, c'est un choix, j'ai fait qu'1 an de césure, c'est vraiment le cursus tel qu'il est prévu. Pareil, il y a des adaptations du cursus qui existent. On peut faire 2 ans de césure si on veut, mais c'est pas obligatoire de faire 2 ans de césure. Moi, on m'aurait dit qu'il y avait 2 ans de césure, je l'aurais sans doute pas fait. Moi, c'était 1 an de césure. La médecine est long, donc je voulais pas rallonger plus. La dernière année du cursus, peut-être l'envisager plus comme une année de transition et de retour à la médecine. Donc remettre médecine au premier plan, non pas qu'il faille forcément qu'elle passe au second avant, mais voilà, un peu diminuer peut-être la charge de travail à l'ENS, mais ça dépend de chacun et de comment on veut organiser son cursus. Je pense que j'avais le niveau pour faire une prépa. D'ailleurs, j'avais candidaté donc, sur Parcoursup pour voir un petit peu à des prépas parisiennes. Donc, j'avais candidaté Henri IV et Louis le Grand en AL et BL. J'étais pris à Henri IV en AL-BL. Louis le Grand, j'avais candidaté en prépa scientifique. J'étais sur liste d'attente prépa scientifique à Louis le Grand. Et donc, médecine parce que je voulais vraiment, j'avais la vocation médicale derrière. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas de faire. Vraiment, l'idée, c'est pas de passer par médecine pour contourner prépa. Enfin, moi, dans mon cas, vraiment, l'idée, c'était de faire médecine avant tout et de compléter par l'ENS. Clairement, c'était vraiment d'avoir les deux. Je pense que c'est pas du tout une bonne stratégie de se dire je pars en médecine pour éviter la prépa et re-rentrer par l'ENS. Il n'y a que 5 places, c'est tout aussi sélectif qu'un concours de prépa. J'ai pas fait prépa parce que je voulais faire médecine, tout simplement. Ah. Oui, plutôt bien. J'ai à peu près 14-15 de moyenne à l'ENS. Et ma moyenne de médecine n'a pas été impactée par le double cursus. J'ai des bonnes notes en médecine autant que possible, entre 13 et 16 en fonction des matières. Donc ça vraiment, c'est pas un problème. Après, c'est vrai qu'il y a des matières plus difficiles que d'autres. Par exemple, toutes les matières où il y a une grosse valence de mathématiques sur la partie économie, microéconomie, ce genre de choses, je sens qu'en mathématiques, clairement, j'ai pas forcément toujours le bon niveau. Donc c'est plus ou moins dur selon les matières. Mais dans les matières, par exemple, plus littéraires, que ce soit de l'économie des politiques publiques, où il y a une partie un peu commentaire, ou que ce soit en philosophie, il n'y a aucune difficulté particulière. Et je pense qu'avec du travail, en étant sérieux, régulier, ça pose pas de problème. Ah non, clairement pas. Non, non, clairement pas. Dans l'ensemble, je suis très satisfait, tant au niveau des cours, des profs, etc. Avec la chance notamment d'avoir des petites classes, des petits effectifs dans pas mal de cours. On est 14, 15, 20. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Vraiment, on est accompagné, mais aussi au niveau tout simplement de la vie associative, la vie étudiante et les étudiants de façon générale et le cadre et l'émulation intellectuelle que ça suit. Non, clairement pas surcoté. Après, oui, j'ai des amis qui trouvent que des fois, mais souvent, c'est pas des amis qui sont rentrés par ces cursus-là, c'est des gens rentrés par concours classique. Il y a certains cours qui sont un peu plus bas que d'autres en termes de niveau, mais aussi c'est souvent parce que c'est des élèves qui sont très brillants et très bons, donc forcément il faut ouvrir aussi un niveau qui soit homogène, donc, mais dans l'ensemble pas du tout surcoté, au contraire il faut le faire, c'est vraiment génial. À mon sens oui, c'est une école élitiste, mais dans le plus bon sens du terme qu'on puisse donner à élitiste, c'est-à-dire que tout le monde peut y rentrer du moment qu'on travaille.
Oui, il y a une mixité sociale qui, je pense aussi, est enrichie justement par le fait qu'il y a ces voies alternatives. Ça contribue aussi. Et donc, je pense que dans l'ensemble, non, il n'y a pas du tout de problème. En tout cas, la sélection est bien faite et elle fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Je ne vais pas me porter garant pour toutes les filières et tous les élèves qui sont sélectionnés, mais en tout cas, de ceux que je connais, s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et s'ils ont été pris, c'est pour leur mérite et pour leur réussite. Donc, si par élitisme, on entend, oui, qui sélectionne des bons élèves et des élèves aptes à réussir complètement. Après, si derrière le mot élitisme on met autre chose, non, il y a de la mixité, il y a la sélection, elle est sur des critères qui sont purement scolaires et voilà. Alors, en matière d'emploi du temps, c'est compliqué, c'est assez compliqué à gérer, pas tant d'un point de vue de la masse, c'est-à-dire que le temps il est là, mais plutôt au niveau des chevauchements, parce que contrairement à beaucoup de doubles cursus, la médecine n'aménage pas non plus énormément, c'est vraiment du sur-mesure, donc c'est-à-dire que des fois j'ai dû pas mal négocier par exemple pour les stages de médecine, on a stage tous les matins au deuxième semestre, je rate 2 matinées de stage à l'hôpital pour pouvoir mettre des cours de l'ENS. Et donc on s'est arrangé comme ça avec un système un peu pour rattraper. Donc c'est beaucoup d'arrangements un peu pour chaque cours. Et après l'ENS, je dirais plus propre à l'ENS. Ce qui fait à la fois sa force et peut-être un peu la faiblesse de son organisation, c'est la très grande liberté qu'on a. Au début, on a envie de prendre tous les cours. On peut pas prendre tous les cours, d'autant plus quand on est en double cursus. Quand on est que à l'ENS, on peut prendre beaucoup de cours. Quand on est au double cursus, à un moment, il faut être raisonnable. J'ai déjà 5-6 matières dans le semestre, je vais pas forcément aller au-delà. À un moment, il faut faire un peu des choix. Donc ça peut être un peu frustrant des fois. Et après, ça se gère bien. Oui, il y a un jour où je finis à 20h30, un autre jour où je finis à 19h. Donc voilà. Après, c'est surtout se débrouiller pour gérer les temps de transport pour aller à la fac, pour aller au stage, pour revenir à l'ENS. Et surtout, médecine est très chronophage en termes de révision, en termes de stage. Donc l'ENS, des fois, on se sent un peu obligé de la mettre un peu dans les interstices. Mais ça se fait très bien. Et l'ENS, par contre, sont extrêmement souples, extrêmement arrangeants, très compréhensifs pour les doubles cursus, que ce soit en médecine humanité, même je pense de façon assez générale. Donc là-dessus, il y a une très très grande souplesse de l'ENS. Un peu moins de médecine, mais c'est normal parce qu'ils ont 800 élèves à gérer par promo. Donc c'est plus à moi de m'adapter qu'à eux. Mais ça fonctionne, un peu compliqué. Nous, en médecine humanité, on a un statut qui est encore différent. C'est-à-dire que oui, on n'est pas élève normalien. Donc avec la principale différence, c'est qu'on n'est pas élève fonctionnaire. On ne doit pas 10 ans à l'État, puisque à l'issue de leur scolarité, les élèves fonctionnaires doivent, alors pas 10 ans, mais doivent en tout scolarité incluse 10 ans de service à l'État. Nous, on n'a pas ce devoir de service public. En échange, on n'est pas rémunéré par l'État. On n'est pas élève fonctionnaire, donc on touche zéro de la part de l'État. Mais dans le cadre du cursus médecine humanité tel qu'il est à l'heure actuelle, en tout cas, parce que ça peut toujours évoluer, etc., comme c'est pas un financement qui est figé, on est financé par la fondation Bettencourt-Schweller, donc qui a été créée par justement la famille Bettencourt, donc le propriétaire de L'Oréal, et qui, eux, nous financent à hauteur de 1 000 € par mois sur les 3 années du cursus de médecine humanité. Et on a la possibilité de bénéficier d'une turne, donc d'une chambre à l'ENS si on en fait la demande. Voilà. En cumulé, pas beaucoup. Déjà, c'est les chances de rentrer en médecine, je dirais. Donc les chances de rentrer en médecine, moi j'étais à Montpellier, c'était 10%. Voilà, 10-12%. Dans d'autres facs, c'est un peu plus, c'est 15%. Voilà, bon, entre 8 et 10% de finir en médecine. Et ensuite, en venant de médecine, il y a à peu près, je crois, autour entre un peu moins d'une centaine de candidatures par an au cursus. Il y en a 5 admis, donc ça fait à peu près 5%. Donc voilà. Beaucoup de voix, un peu tout ce qu'on veut, surtout que moi je le fais en économie et philo, mais j'ai des amis qui le font en sociologie, politique publique, il y en a qui le font en histoire philo, un peu moins maintenant, mais ça existait, voilà. Donc on nous ouvre vraiment tout le champ des humanités, donc ça dépend des matières de mineurs, de majeurs qu'on va prendre à l'ENS. Ça dépend aussi de la spécialité médicale qu'on va prendre par la suite. Il y a des spécialités qui se prêtent plus à mélanger avec des humanités. Si vous êtes chirurgien, ça se prête peut-être un peu moins à mélanger avec les humanités. Quoique, aujourd'hui, les carrières sont beaucoup plus ouvertes aussi. Donc je dirais que ça ouvre un peu toutes les portes, l'ENS. Et ça, qu'on y entre par la voie de prépa, par la voie des classiques du concours étudiant ou par la voie de concours étudiant un peu plus confidentiel comme celui de médecine. En soi, ça ouvre vraiment toutes les portes. D'ailleurs, on le voit même dans le parcours des anciens élèves. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est Martin Hirsch, qui est le directeur de la PHP. À son époque, le cursus médecine-humanité tel qu'aujourd'hui n'existait pas, mais à son époque, il a fait médecine et l'ENS en sciences en parallèle. Et il a fini par prendre à l'ENS aussi des cours de plus d'humanité et voilà, par faire une carrière aussi derrière avec l'ENA, avec une carrière en politique et en gestion des établissements de santé. Donc finalement, ça ouvre un peu toutes les portes. Il y a des normaliens en sciences qui finissent dans les lettres et inversement. Et en devenant de médecine, ça ouvre en plus les portes de médecine puisqu'on est médecin. Donc toutes les portes, je dirais. Toutes les portes du moment qu'on fait des choix de cours qui nous intéressent et qu'on s'y intéresse. Oui, alors tout à fait. Alors pour le bac, clairement, si vous êtes au point sur les cours, faites des annales. Toutes les annales possibles, imaginables. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi en médecine quand il s'agit de préparer un partiel, etc. Faire des annales, parce que c'est même en faisant des erreurs dans les annales qu'on se dit, celle-là, je la ferai plus. Je me suis fait avoir, je la ferai plus. Donc faites des annales de bac, etc. Après, au niveau des cours plus littéraires, relisez vos cours, racontez-les-vous comme des histoires, vraiment soyez sûr que vous comprenez bien. Et en fonction après de votre niveau pour le bac, si vous êtes un peu juste, faut vraiment bosser à fond. Si vous êtes plus à l'aise, pourquoi pas expliquer à des amis, ça fait une très bonne façon de faire réviser. Et je dirais pas d'y aller sans être stressé, parce que je suis sans doute une des personnes les plus stressées au moment de passer le bac, c'était vraiment un gros enjeu pour moi. Je savais que je l'aurais, mais je venais vraiment pour l'avoir le mieux possible. Donc vraiment, ne pas hésiter à se mettre des challenges, à se dire voilà, je vais l'avoir du mieux possible.
Et je dirais pas de pas y aller stresser, mais que ce soit du bon stress et que ça vous paralyse pas le jour J. Après, en termes de révision, vraiment, bien réviser les formules en maths, bien réviser les choses pointues. Si on est plutôt un peu littéraire, sur le côté littéraire, bien connaître les œuvres, revoir un peu sa culture générale, s'entraîner à faire des belles intros, à faire des beaux textes et pas hésiter à s'entraîner en temps réel. Ça, je pense que c'est important aussi parce que je connais des gens qui font des très belles choses en 6 heures, mais le jour du bac, c'est 4 heures et il faut savoir le faire en 4 heures. Donc, voilà. Lecture, peut-être. Au niveau des lectures, je pense toute la littérature du 19e siècle, mais je pense particulièrement Zola. J'aime beaucoup Zola, je l'ai découvert très tôt, c'est quelque chose d'assez formateur dans ma façon d'aborder la littérature. Ensuite, au 20e siècle, Proust, pour le rythme de la phrase. C'est dur à lire, c'est une lecture très exigeante, mais une fois qu'on rentre dedans, c'est extrêmement agréable et relaxant, et en même temps, ça apprend beaucoup sur la littérature. C'est une fresque absolument incroyable. Et d'un point de vue plus philosophique, peut-être, j'aime beaucoup, plutôt en lien avec la santé, Ruyen Augien, qui a beaucoup écrit, qui est un philosophe assez contemporain, qui a beaucoup écrit sur la philosophie de la santé, sur l'éthique médicale, sur ce que doit être un bon médecin et sur le point de vue un peu du patient. Il y a aussi Claire Marin dans Hors de moi qui raconte son expérience de patiente et qui nous dit un peu tout ce qu'il faudrait peut-être corriger dans notre attitude de médecin, et ça se lie assez bien avec ce que je fais à l'ENS. Et en philosophie plus générale, sans forcément être contemporaine, j'aime beaucoup Kant, Heidegger. Heidegger, bon, malheureusement c'est un peu exigeant, mais je dirais qu'il faut le lire dans le texte en allemand, c'est encore mieux, mais même en français c'est déjà génial. C'est une pensée qui est très complexe, très subtile, pareil, vraiment passionnant. Et de façon générale, je dirais toute la philosophie, un petit peu philosophie des sciences et des techniques, qui est très intéressante, et la philosophie du langage, mais ça c'est vraiment en dehors de tout cadre de programme ou quoi que ce soit, c'est juste que j'adore la philosophie du langage, que ce soit Merleau-Ponty, Heidegger qui travaille sur le langage. Voilà, toute la philosophie du langage du XXe siècle est passionnante. C'est s'intéresser en fait à la fois à comment notre langage s'élabore, comment il discute avec notre pensée, qu'est-ce qu'un signe, qu'est-ce qu'un mot, et comment on peut projeter un petit peu ce mot à la fois dans nos relations aux autres, ça c'est sur un versant un peu plus sociologique peut-être, et aussi sur ce que ça nous dit en fait du choix de nos mots et de notre essence finalement. C'est un petit peu toute la question autour de est-ce que parler ce n'est pas finalement être au monde, pour reprendre la phrase de Heidegger. Et la parole médicale aussi. L'idée que la médecine, c'est un colloque singulier avec le patient, c'est une discussion avec le patient, c'est quelque chose qu'on co-construit de plus en plus aujourd'hui en démocratie sanitaire, avec l'éducation thérapeutique. Et donc vraiment, l'idée que la parole, elle est importante dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la santé et de façon générale. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime la philosophie du langage, parce qu'en fait, elle ouvre à beaucoup de champs et qu'elle est transversale. Et justement, je pense que ce qui est important à l'ENS, ce qui est important plus généralement quand on prépare un concours, c'est savoir faire des liens. Des liens entre les matières, entre ce qu'on a appris dans un domaine personnel, sans être hors sujet. Hein. Je dis, il faut rester dans le sujet. Mais savoir faire des liens entre les cours, avoir des traits entre les cours, pas juste réciter. On nous demande déjà assez de réciter en médecine comme ça, pour qu'en dehors, voilà, même pour le bac, faites des liens. Utilisez du français en philo et de la philo en français. Enfin, de la philo en français un peu moins, mais du français en philo, des exemples sortis de la littérature, ça marche très bien. Pas seulement des grandes pensées, il faut incarner un peu des fois.